Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons dans le département de la Savoie, en Tarentaise et Valmorel. Christophe et Sylvie nous conduiront des pâturages aux caves d'affinage, alors que Nicolas nous fera découvrir la fabrication des fameux crozets. Plantes sauvages, abeilles noires ou vieux moulins à huile dévoileront aussi tout un patrimoine vivant. Je vous laisse apprécier les richesses humaines et naturelles de ce terroir et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Ces montagnes ont toutes leur histoire et font vivre ces instants d'inspiration où l'on est entièrement coupé du monde d'en bas. C'est avec ces mots que Boris Vian pourrait décrire les paysages de la Tarentaise et de Valmorel. Bien avant d'accueillir les skieurs du monde entier dans ces stations, ce territoire a vu les siècles défiler et s'est transformé au gré de ses occupants. Posé là, entre les contreforts des massifs du Beaufortain au nord et la Vanoise au sud, cet enfant gâté de la Savoie a su conserver une bonne part de son authenticité. Une nature sauvage aux eaux vives, de vertes pâtures et de sombres forêts de résineux dans un décor escarpé grandiose. Ces grands monts assaillis par les vents ne manquent pas de générosité. La Tarentaise est célèbre pour donner naissance à la doyenne des fromages savoyards, la Tome. Elle était autrefois essentiellement consommée dans les alpages et dans les chalets. Ses origines paysannes expliquent son apparence rustique. Mais la Savoie est également le berceau de la chèvre alpine. Depuis le XVIIe siècle, la vallée de la Tarentaise voit naître une tome de montagne issue du lait de chèvre, caractérisée par une puissante longueur en bouche. Comme chaque jour, à la ferme des Combettes, Christophe Billat sort ses petites grimpeuses chamoisées. La race alpine, ce sont des chèvres pas trop grosses. Hein, vous voyez, là, il y a une petite chevrette d'1 an, elles ne sont pas trop grosses. Elles s'adaptent très bien à la montagne. C'est des vrais chamois, d'ailleurs c'est une alpine chamoisée par rapport à notre relief. Hein. Elles sont très autonomes dans la nature, surtout dans les broussailles. Rustiques et bonnes marcheuses, ces chèvres coupent, défrichent et participent pleinement à l'entretien du paysage. Autant de travail manuel qui soulage Christophe. Cependant, être éleveur de chèvres alpines n'est pas de tout repos, surtout à cette période. Allez, Gypsy, viens. Allez. Tous les jours, on déplace les parcs pour qu'elles aient de l'herbe fraîche. Et tout doucement, au fur et à mesure que le printemps avance pour arriver à la période estivale, on monte en altitude. Tous les jours, on déplace. Là, on est à 1000 mètres d'altitude. Et on monte jusqu'à 1002, 1003. Et arrivé au début du mois de juin, on monte en alpage à 1600 mètres d'altitude. Et les chèvres vont pâturer jusqu'à 2200 mètres d'altitude. Elles restent tout l'été là-haut en alpage jusqu'au 20 septembre à peu près. Ces clôtures ont une autre fonction. Christophe doit faire très attention à son troupeau à cause des loups présents dans la zone qui ont déjà tué plusieurs de ses chèvres. Il y a une population de loups qui augmente régulièrement chaque année. Et donc on a de plus en plus de soucis de prédation. C'est un facteur qui aujourd'hui, à mon avis, n'est plus maîtrisé. Alors on essaye avec des moyens techniques, c'est-à-dire des filets électrifiés, des clôtures assez hautes pour éviter la prédation, que le loup attaque le troupeau. On embauche aussi un berger en alpage pour rester jour et nuit avec les chèvres. Donc c'est un temps de présence très important. Voilà. C'est bon. Hey, fille! Le passage des quartiers d'hiver aux quartiers d'été doit se faire en douceur. Christophe sort quotidiennement ses chèvres durant 6 à 7 heures avant de les lâcher nuit et jour dehors à la mi-mai. Un moment sensible où l'éleveur doit être à l'écoute de ses bêtes, en particulier sur l'alimentation. Les chèvres, elles sont sorties depuis dimanche, hein, ça fait 5 jours.
Donc elles ne sont pas encore bien habituées à manger de l'herbe fraîche. C'est difficile pour la transition alimentaire. Si elles mangent trop d'herbe, on risque d'avoir des gros soucis de rumination. Et donc on est obligé de faire un complément de foin. Et si elles mangent trop de foin à l'intérieur, aussi bien le matin que le soir, elles ne veulent pas manger de l'herbe. Ou des fois ça peut être le contraire. Il faut faire attention, il faut bien gérer le temps de pâturage, l'alimentation encore à l'intérieur et tout ça. En 1992, Christophe et son épouse Sylvie décident de s'installer avec leurs chèvres laitières. Dès le départ, ils ont la volonté de tout faire sur l'exploitation. On est à 34 et on va monter à 35-36. Sylvie fabrique de la tonne de chèvre dans un chaudron en cuivre traditionnel qui a l'avantage de maintenir la température au degré près. Mais moi, ce qui me plaît dans la fabrication de la pâte cuite, c'est justement ce côté tactile, de toucher du caillé. On voit l'évolution du grain. Au départ, il est tout mou et puis tout doucement, à force, il se durcit, il s'égoutte. Il est en train de s'égoutter et à un moment donné, il sera bon pour être moulé. Les fromages sont moulés, retournés, égouttés. Et après 24 heures de patience, Christophe les apporte dans sa cave d'affinage. Des caves enterrées à 14 degrés qu'il a construites lui-même. Donc là, vous voyez la petite mousse qui est en surface de la tome. On fait juste la frotter. En même temps, on la tourne. Et donc, c'est pour ensemencer les tomes fraîches que vous voyez ici. Donc voilà un résultat frais. Et là, le résultat au bout de 15 jours d'affinage. C'est un fromage qui se garde assez longtemps. À l'époque, elle se fabriquait en plus gros format de 5-6 kg, qui se conservait en alpage et qui était vendu l'automne quand il redescendait. Soucieux de faire perdurer la tradition, Christophe et Sylvie fabriquent aussi de la tome en grand format. Sans oublier leur création, le Bel Achat, un fromage goûteux à pâte molle réputé dans la région. Au bout de 25 ans, certes, bien sûr qu'on est fiers d'avoir créé tout ça, d'avoir entretenu aussi le paysage pendant 25 ans. Il faut transmettre nos traditions et notre façon de faire. Peut-être qu'elles changeront ou qu'elles ne changeront pas avec nos enfants, mais on va attendre quelques années et puis on leur passera la main s'ils veulent. Si le GAEC des Combettes sait prendre soin des paysages environnants et en tirer le meilleur parti, Guillaume, lui, le fait découvrir à d'autres curieux. Bonjour Guillaume. Corinne, bonjour. Guillaume, on fait une petite boucle par ici, on montera sur la rive gauche du Morel et puis on redescend côté rive droite. Sur les cascades du Morel qui sont présentes ici, en fait, ce sont des cascades artificielles. Il y a un peu plus de 30 seuils qui avaient été créés. Le Morel était une rivière qui était une des plus dangereuses de Tarentaise. Et donc les cascades ont été créées, ces seuils, en fait, pour casser le courant et pour éviter les crues qui étaient présentes ici. Horticulteur, guide de pêche et randonneur passionné, Guillaume ne manque jamais une occasion de sensibiliser sur la richesse de la flore et de la faune locale. Donc voilà la petite chélidoine qui pousse dans des endroits comme ceci. Et puis on va avoir, donc, si j'appuie, la petite partie jaune, je vais le mettre par exemple là sur mon doigt. Donc il faut le faire pendant une semaine et normalement ça vous fait sécher les verrues. Qu'elles soient médicinales ou culinaires, Guillaume aime transmettre les vertus des fleurs et des plantes sauvages. Mais bien avant ça, il faut savoir où regarder. Oh, dis donc, regardez. Toujours regarder autour. Là, moi, j'en vois 2, 3. Ce qui envoie une autre. 1, 2, 3, 4. Pour les ramasser, alors il ne faut pas couper au niveau du pied comme ceci. Il faut les prendre. Vous les tournez un petit peu juste pour enlever la superficie et ça doit partir la petite chose là. On va couper, elles sont super fraîches. On va reposer pour cacher le pied, comme ceci. Et la santé, on peut faire passer. Je récupère notre petite récolte. Tac, et puis là je crois que c'est parti, on va aller direct à la dégustation. Je crois qu'on va se régaler, elles sentent super bon, elles sont toutes fraîches. Lorsque la nature est généreuse, Guillaume transforme la balade champêtre en randonnée gustative. Couleurs, goûts et textures sont alors au rendez-vous pour un pique-nique improvisé. C'est vraiment ce côté d'abondance, de découverte avec les personnes pour montrer que finalement, dans la nature, on arrive à trouver plein de choses intéressantes. Et donc, ça permet de vivre avec la nature et de la préserver et de comprendre pourquoi il faut la préserver,
et l'intérêt qui est là pour nous en randonnée et même dans notre vie. Alors, là, j'ai tranché l'ail des ours en petits morceaux. On met juste les petites feuilles d'ortie là, pour mélanger. On ne met pas la tige parce qu'elle est un peu trop fibreuse. Là, ça y est, ça commence à prendre une belle tournure. Ben là, on a mangé un pesto d'ail des ours, mais c'est doux et c'est très agréable à manger. Donc voilà, en plus, il y avait quelques orties dedans, donc pareil, le côté un peu impressionnant de manger de l'ortie crue, on se dit oula, ça va encore plus piquer. Puis finalement, sur un bon bout de pain, avec un peu d'huile et du sel, c'était vraiment excellent. Ouais. Alors que les randonneurs profitent en direct des saveurs naturelles et locales, Nicolas et ses amis partent aussi en quête d'une plante sauvage, mais pas n'importe laquelle. Une petite plante très odorante qui pousse en tapis. Voilà, va pas piétiner l'ail des ours, hein, Roméo. Hein. Bon bah Arnaud, ouais, ça marche, à tout à l'heure. Donc là, on va cheminer sans trop les piétiner. C'est vraiment sauvage. Hein. Ça sent super bon en fait. C'est fou. Hein. Tu vois, on va vraiment cueillir. Tu t'en prends pas qu'une. Hein, faut y aller franchement. Ouais. Comme chaque année, à la sortie de l'hiver, la cueillette de l'ail des ours devient le quotidien de Nicolas pendant 2 mois et demi. Une période intense où il faut ramasser rapidement avant la floraison. Nous, on va cueillir principalement la feuille. C'est la feuille qui va nous intéresser. Elle est plutôt lancéolée, bien sûr. Elle a un côté brillant, un peu lustré sur le dessus. Et sur le dessous, c'est plutôt mat. Quand on va la froisser, il n'y a même pas besoin de la froisser. Elle a une odeur vraiment qui est reconnaissable. Est-ce que cette plante a des vertus pour la santé Ah bah ça, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, on l'accueille pour ça. Pourquoi ail des ours, à ton avis? L'ours, sorti de l'hiver, il a hiberné. Ouais. L'hiver, il a accumulé quand même un certain nombre de toxines au niveau de son organisme. Il va manger cette plante pour pouvoir se nettoyer. C'est un dépuratif naturel. Nous, on n'a rien inventé, hein. On suit juste les animaux et leur bon sens. Ail des ours, reine des prés ou encore ortie, ce Vosgien d'origine souhaite valoriser les trésors nutritifs de ces plantes de montagne posées là, à portée de main. Déjà, le fait de cueillir, ça nous fait du bien. On est autour d'éléments qui sont apaisants. Et puis ces plantes-là, cette richesse, on sait qu'on se fait du bien, il n'y a pas d'additifs, il n'y a rien de transformé. L'ail des ours a été couramment utilisé dans l'alimentation par des générations de montagnards, pour son contraste entre son fort bouquet et sa douceur en bouche. Nicolas le cueille d'ailleurs pour les crozets qu'il fabrique dans la petite entreprise qu'il a créée. De retour au village du Fait-Dessous, son épouse Marion lave puis trie les plantes. Là, j'installe les feuilles d'ail des ours sur nos claies qu'on va emmener dans un séchoir statique pour déshydrater les feuilles, pour qu'elles se conservent, et tout en gardant leur propriété, bien sûr. J'enlève les dernières petites choses qui ne seraient pas utiles, et c'est parti pour le séchage. Une fois l'ail séché, Nicolas le transforme en poudre pour l'intégrer dans une fabrication emblématique de la Tarentaise. Le creuset, ça vient de crouer en savoyard. Le crouet, c'est le petit. Donc quand on regarde bien un creuset, c'est un petit cube ou un petit carré. Originaire de la vallée voisine de Cellier, ce féculent de 5 mm de côté remonterait au XIVe siècle. Avant que cet objet soit remplacé par ce coupe-patte, hein, on utilisait ce couteau. À l'origine, c'était une faux qui a été récupérée, la lame est fine, on la redresse et le manche, vous voyez, était fait artisanalement. Donc on coupait les creusets en grande longueur, en lamelles, et après on les retaillait en cubes ou en carrés. Si Nicolas a mécanisé la fabrication, il honore toutefois la tradition en travaillant son mélange avec du sarrasin. Ok, donc là on va lancer un pétrin. Alors la règle, c'est 1/3, 2/3. Hein. Nous, nos creusets, ils sont faits avec 1/3 de sarrasin et 2/3 d'épeautre. Donc, allez, je vais mettre 1/5 de sarrasin. Là, je passe à l'épeautre. Alors, on est sur du grand épeautre qui a un petit goût de noisette très très agréable.
Pendant que le pétrissage se termine, Nicolas prépare un mouillant à base d'œufs, de sel de Guérande, d'eau et d'ail des ours en poudre issus de ses précédentes cueillettes. Là maintenant, en fait, il faut que ça ressemble un petit peu, cette apparence de mare de café. Tu vois, regarde, ça se tient, là ça se casse, mais gentiment. Là, le mélange, il est parfait. La production achevée, Christophe met ses clés au séchoir. Son secret pour conserver les valeurs nutritionnelles des crozets, un séchage à 70 degrés pendant 11 heures. C'est ce qui fait vraiment la différence entre un séchage artisanal et un séchage industriel. Donc là, c'est un temps assez long. Ça va faire des cycles de séchage progressifs et on va finir avec 12% d'humidité dans la pâte. Si les gestes des anciens ont évolué dans le laboratoire de Nicolas, ils renaissent à Aigueblanche, sous l'impulsion de tout le village. Eh bien, bonjour, bienvenue au moulin à huile de noix d'Aigueblanche. Comme chaque vendredi dans ce moulin qui a refait peau neuve, Rémi lance une production d'huile de noix sous les yeux des visiteurs. Voilà, ça c'est du cerneau de noix. Donc on va en premier écraser le cerneau de noix qui, une fois écrasé, va changer de goût et de nom. C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il va devenir de la matcha, c'est-à-dire une sorte de pâte qu'on peut prendre dans les mains, qu'on peut malaxer. Et le fait d'être écrasé fait déjà sortir un petit peu la matière grasse du cerneau. Vous allez goûter, vous avez vu qu'à part écraser le cerneau, on n'a rien fait. Et vous allez voir que déjà, le goût n'a plus rien à voir avec le cerneau. La matcha est ensuite mise à chauffer très lentement dans un chaudron pour être torréfiée. Et quand on arrive à bonne température, bonne couleur, bonne odeur de la pâte chaude, on va mettre ça dans 2 petits tissus mis en croix. Ces tissus, on appelle ça des scourtins. Ces scourtins, on va venir les insérer à la verticale dans le pressoir. Vas-y. Voilà, donc il va mettre le couvercle. Donc, hop. Voilà, donc là, il a tapé une première fois. Il va remonter le coin. Ça, c'est une des particularités très importantes de ce moulin, puisque, à ce qu'on nous en a dit, on serait un des derniers, voire le dernier moulin à presser horizontal fonctionnant en France. Il en existe d'autres, mais ils ne sont pas en état de fonctionner. Nous, on arrive à produire de l'huile comme ça. Cette huile, bien évidemment, vous allez la goûter. Construit il y a 300 ans, ce moulin reste en fonction jusqu'en 1955 où il tombe en désuétude. Après plus d'un demi-siècle de sommeil, sur l'initiative du maître d'œuvre Rémi Boutin, l'association Patrimoine et Culture d'Aigueblanche entreprend de le restaurer et de l'ouvrir aux visites. Soutenu par le maire du village, le projet est désormais porté par toute une batterie de bénévoles. C'est quoi la particularité de ce moulin? C'est que vous allez assister à les aléas du direct. Vous voyez, un outil extraordinaire comme un moulin comme ça, qui fonctionne, qui vit encore, qui nous donne encore des leçons, qui nous donne encore du fil à retordre. Parce que, bien sûr qu'il y a, comme elle appréciait tout à l'heure, quand on a une panne, sur le coup, c'est toujours un peu un « oup ». Mais en fait, ça fait tellement aussi partie de la réalité de ce moulin. Et voilà, c'est une façon humaine, je dirais, de faire vivre le village. Il y a des façons économiques, il y a des façons folkloriques. Là, on n'est pas dans le folklore, on est dans le patrimoine et on est dans l'humain. Dans le même village, Mathieu, lui, se bat pour préserver un autre patrimoine. Vive, frugale et résistante, l'abeille noire est la sous-espèce qui jadis peuplait une grande partie de l'Europe occidentale. De plus en plus menacée, elle a trouvé refuge dans la vallée sauvage et retirée des encombres. C'est là que des apiculteurs du CETA, Centre d'études techniques apicoles, ont installé des ruchers de fécondation dédiés à l'abeille noire. Voilà, donc là on va ouvrir cette première ruche pour voir comment elle a passé l'hiver.
Donc là, voilà, tu vois, ça c'est un cadre qui était de l'autre côté de la partition et qui nous montre bien qu'il reste encore beaucoup de miel. Alors que là, on est en avril. Hein. Donc on est vraiment sur une abeille qui est vraiment adaptée à notre climat et où l'apport de sucre de l'homme est vraiment très faible. Donc c'est intéressant, elle n'est pas dépendante du sucre. Et donc ça, c'est du bonheur et de voir qu'on collabore avec la nature et pas on exploite la nature. Suite à l'import de souches étrangères en 1992, cette abeille locale, bien adaptée à la fraîcheur des montagnes, subit les effets d'une hybridation galopante. En se mélangeant à d'autres espèces, elle perd progressivement les qualités acquises pendant plus de 8000 ans. On s'est aperçu effectivement en lien avec le CNRS que malgré nos vallées un peu reculées, l'hybridation massive est arrivée aussi en Savoie puisqu'on a eu du mal à trouver des ruches avec moins de 14% d'hybridation. Donc c'est vraiment aujourd'hui un problème. Ce dont je m'aperçois, c'est que les abeilles hybridées sont beaucoup plus fragiles. Depuis que je suis apiculteur, donc depuis 12 ans, j'ai perdu que 2 colonies. Malgré les hivers froids, malgré les hivers... Alors que d'autres apiculteurs autant passionnés qui achètent des abeilles d'ailleurs, qui ne sélectionnent pas l'abeille noire, finissent par perdre leur colonie. Il ne s'agit pas de condamner l'utilisation d'autres sous-espèces pour l'apiculture, mais bien de préserver ce capital génétique avant qu'il ne disparaisse totalement. Tu vois, on dit que l'abeille noire est agressive, mais c'est pas vrai. Regarde, t'as vu comme elles tiennent bien le câble, qu'elles sont calmes. En fait, cette abeille noire, elle a survécu à 2 glaciations, donc on va espérer qu'elle survive à l'être humain et au monde moderne. Donc les enjeux, ils sont là, clairement. C'est quelle abeille on va laisser au monde de demain? Quel héritage génétique on va laisser à nos enfants? Est-ce que c'est un monde désert ou pas? Ou est-ce que c'est un monde avec des abeilles qui pourront continuer à produire sans forcément une intervention de l'homme et de l'autonomie? Une abeille, dans toute sa vie, va rapporter en tout et pour tout dans la ruche 1 cuillère à café de miel. Donc quand on a un petit kilo de miel sur sa table, quand on en fait tomber, voilà, faut imaginer un peu ce que ça veut dire en langage abeille. Alors il y a toujours du monde pour manger du miel, mais quand il faut le porter, on est toujours un peu seuls, nous les apiculteurs. Proposer du local et se rapprocher du brut, voilà le dénominateur commun des habitants de la Tarentaise et de Valmorel. Dans cette vallée qui s'est industrialisée au fil du temps, ils sont fiers de préserver un terroir et ses produits d'exception selon des méthodes approuvées par les anciens. Aujourd'hui, je vous prépare un filet d'agneau farci à l'ail des ours et gnocchi, aux olives et au thym. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 filets d'agneau de 150 g, une courgette. Pour la farce à l'ail des ours, 120 g de pain de mie, 60 g de crème, 30 g d'huile d'olive, 14 feuilles d'ail des ours, 25 g de tomates confites, 25 g d'olives noires dénoyautées. Pour la concassée de tomates, 300 g de tomates, 50 g d'oignons, une gousse d'ail, une cuillère à soupe d'huile d'olive, 4 feuilles de basilic, un bouquet de sarriette. Pour les gnocchis de pommes de terre aux olives et au thym, 200 g de pommes de terre, 30 g de farine, un œuf, 14 g d'olives noires dénoyautées, de la fleur de thym. Pour la farce à l'ail des ours, mettre dans un blender la mie de pain avec la crème, l'huile d'olive, 10 feuilles d'ail des ours et mixer finement. Concasser les olives, tailler la tomate confite en brunoise et les mélanger. Ouvrir les filets d'agneau dans la longueur et déposer la farce. Puis ficeler. Couper la courgette en grosses brunoises. La blanchir à l'anglaise afin qu'elle reste croquante. Cuire à l'anglaise, c'est cuire à gros bouillon. Et une fois que c'est cuit, égoutter et rafraîchir dans de l'eau très fraîche. Monder, puis épépiner et concasser les tomates. Écraser l'ail. Ciseler l'oignon, faire suer sans coloration avec l'huile d'olive, l'oignon et l'ail. Ajouter les tomates concassées et la sarriette. Saler et poivrer. Cuire à petit bouillon jusqu'à ce que la consistance soit sèche. Réserver au chaud. Pour les gnocchis de pommes de terre aux olives et au thym, concasser les olives, envelopper les pommes de terre dans une feuille d'aluminium et poser dans un plat sur un lit de gros sel. Enfourner à four chaud à 170 degrés en piquant de temps en temps pour vérifier la cuisson.
Bien cuire la pulpe de pommes de terre afin de façonner facilement les gnocchis. Coupez les pommes de terre en deux pour récupérer la chair, puis mélangez la pulpe de pommes de terre, la farine, 10 g d'œufs, les olives concassées et la fleur de thym. Salez et poivrez. Roulez en boudin de 2 cm environ de diamètre. Taillez des tronçons de 2 cm et les roulez à la fourchette. Les cuire à l'eau bouillante salée pendant 1 minute. Dès qu'ils remontent à la surface, ils sont cuits. Les rouler dans de l'huile d'olive et les réserver. Dans une poêle, faire revenir les gnocchis au beurre, si possible clarifier. Poêler les filets d'agneau de chaque côté, assaisonner, puis cuire 8 minutes au four à 200 degrés. Pour le dressage, coupez les filets d'agneau en 4, ciselez le basilic et le mélangez à la concassée de tomates. Disposez dans l'assiette la concassée de tomates, l'agneau par-dessus, les gnocchis et les courgettes autour. Et terminez par une belle feuille d'ail des ours. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.